je suis ravi d'être avec vous ce soir. Rapidement, pour dire, bon, nous, c'est important cette question de la mobilité pour différents enjeux. Un, sur l'impact climat-énergie du secteur de la mobilité dans son ensemble. Quasiment 30% des émissions, et on est sur comment dire, une croissance. Donc il faut qu'on réagisse. Un sentiment aussi d'urgence sociale. On l'a vu, on a eu une crise conséquente dans notre pays qui n'est pas totalement terminée et qui était en grande partie due à la mobilité. Donc je veux bien qu'on dise que c'est la question de la taxe carbone qui a mis l'effet aux poudres, mais en tout cas, il y avait de la poudre avant. Et la poudre, elle est liée à des années, des décennies d'aménagement qu'on voit tous dans notre quotidien, la promotion sur les ronds-points, beaucoup de routes, dorénavant des sujets pour l'entretien des routes, parfois au détriment de solutions collectives comme les transports en commun et notamment la question des trains. Et je salue le retour du train du quotidien. Donc voilà, l'ADEME est en train d'élaborer sa stratégie sur les mobilités, voir comment on élabore cette question-là de mobilité servicielle, donc à destination des personnes qui travaillent, qui se déplacent pour travailler. Comment on peut aussi retravailler, rediscuter de l'aménagement du territoire sur l'implantation des secteurs économiques. Bon, ça fait un peu datar, old school, vintage, mais en tout cas, je pense que le débat est devant nous. Donc il faudra qu'on y revienne sérieusement. Et après, il y a le transport des marchandises. On parle de plus en plus de logistique urbaine. On parle, et avec Marc, on en a souvent parlé dans nos fonctions passées, du fluvial. Maintenant, on parle aussi de logistique. On parle de train de nuit. Voilà, on a quand même beaucoup de choses qui sont en cours. C'est pas nécessairement dans le guide, mais on voit que le sujet de la mobilité, en tout cas, est sorti d'une sphère de spécialistes et sphère réservée parce que ça impacte au quotidien. Et vous avez vu le classement la semaine dernière des villes congestionnées, et on voit que ça commence à avoir un impact sur la santé publique au-delà de la question de la pollution de l'air par les particules, et un impact économique où on voit de plus en plus, en tout cas nous c'est des demandes qu'on a de plus en plus, par exemple sur les sociétés installées autour de Blagnac ou autour de Mérignac, quand on a concentré 45 000, 50 000 emplois sur des zones qui sont aujourd'hui difficilement atteignables, on voit qu'on a un impact sur l'aspect économique, la congestion a un impact économique conséquent. Donc voilà, nous on est ravis de participer, c'est un chantier qui est encore devant nous pour beaucoup de sujets. Il y a une étape importante en mars prochain, donc dans un petit peu moins de 60 jours. On se doute, on regarde les premiers sondages, qu'il y aura des choix un peu radicaux qui vont être faits. Il faudra derrière développer et mettre en ordre des solutions pour justement pouvoir apporter des solutions et pas s'installer encore plus dans une société qui dépend de plus en plus de la mobilité. Nous, on est aussi, et je terminerai par là, comment dire, des promoteurs de la mobilité évitée. Donc on peut discuter de la problématique de baisse des émissions des véhicules, de l'efficacité. On a aussi une question, je pense qu'il faut qu'on se pose en matière sociétale. A-t-on besoin d'autant se déplacer ? Donc voilà, ça c'est une question qui reste à aborder. Je crois que ça fait partie d'un grand débat qui nous concerne tous, qui s'appelle la France neutre en carbone en 2050, la sobriété. Je pense qu'on n'y parviendra pas simplement par des solutions technologiques en jouant sur la motorisation ou d'autres aspects. Voilà, bonne soirée à tous et à disposition pour continuer le dialogue avec le Shift sur nos nombreux projets. Merci. Je vais peut-être passer le relais suivant. Elle court, voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vous laisse la parole tout de suite à Christophe Boutin, donc directeur général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, qui va vous expliquer un peu l'action des autoroutes en la matière. Merci, ça marche comme ça. Très bien, bonjour à tous, merci. Alors effectivement, peut-être avant de vous présenter les quelques diapositives très rapidement que j'ai préparées, pourquoi les sociétés d'autoroutes sont là ce soir et pourquoi elles ont financé ce guide de la mobilité bas carbone ? Pour une raison simple, sur nos autoroutes s'écoule une part non négligeable du trafic routier qui s'écoule en France. Nos autoroutes, c'est moins d'1% du réseau routier en France, et en trafic, c'est beaucoup plus important que ça. C'est près de 25% du trafic, par exemple, des marchandises. Donc l'enjeu est considérable. L'enjeu carbone est considérable lié à cette circulation. Il l'est d'autant plus qu'il est très important par rapport par exemple, à la construction du réseau. Pour deux raisons. Le réseau, il est essentiellement mature en France et les nouvelles autoroutes, ça représente un linéaire très faible. Donc je pense que c'est un sujet qui est plutôt derrière nous.
Et pour une autoroute sur laquelle le trafic est important, une année de trafic, c'est plus de carbone. Avec les motorisations actuelles, c'est plus de carbone que l'intégralité de la construction de l'autoroute. Donc voilà, l'enjeu, il est là. On est en plus dans un pays pour lequel la part d'émissions carbone liées au transport est très importante, évidemment du fait d'un mix énergétique pour l'électricité qui est un peu différent d'autres pays. Donc on ne peut pas rester et contempler ça sans se dire qu'il faut qu'on agisse pour qu'on s'inscrive dans ces trajectoires d'atteinte des objectifs du gouvernement, des objectifs de l'accord de Paris, d'une neutralité carbone à l'horizon de 2050. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ces projets et c'est pour ça qu'on a aussi commencé à financer des projets qui vont vous être présentés pour certains ce soir, qui concourent à cette décarbonation de la mobilité. Pardon, je me trompe de sens. Quels sont les projets promus par les sociétés d'autoroute? D'abord, le covoiturage, et notamment le covoiturage domicile-travail, puisque sur le covoiturage longue distance, je pense que les choses se sont déjà très bien développées. Pour favoriser le covoiturage, nous, on prône la mise en place de voies réservées, et c'est ce qui vous êtes présenté à Grenoble. Développer le péage en flux libre, ça permet d'éviter les arrêts en péage et de diminuer les consommations carbone liées au passage au péage. Les lignes d'autocar express. Développer des pôles d'échange multimodaux et soutenir le développement des mobilités décarbonées, les motorisations électriques, les motorisations hydrogène, que sais-je, qui contribueront aussi à l'atteinte de ces objectifs. Vous voyez ici quelques exemples des réalisations déjà faites sur le covoiturage domicile-travail, avec des parkings de covoiturage réalisés un peu partout en France. Et on a cet avantage immense dans les sociétés d'autoroutes d'avoir le modèle de la concession à péage, qui mobilise des financements pour des investissements dont on estime qu'ils servent l'intérêt général. Il est doublement vertueux, ce modèle, puisqu'il permet ces financements en faveur des objectifs des politiques d'intérêt général. Et en plus, par nature, il est de type utilisateur-payeur et pollueur-payeur. Donc on est bien sur la concession à péage, qui est un outil au service de ces politiques. Des voies réservées, il y a 2 projets qui sont déjà en service sur les autoroutes françaises et d'autres qui sont en développement. Un projet expérimental au niveau de la douane de Valard qui a été mis en service maintenant il y a 2 ans par la société ATMB, une société publique qui gère une autoroute à la frontière franco-suisse. Avec un immense avantage, c'est que les douaniers sont souvent présents sur la barrière et font le contrôle du respect de la voie de covoiturage. Ce n'est pas forcément un modèle qu'on peut répliquer tel quel partout en France. Et un deuxième exemple qui va vous être présenté par Ghislaine Baillemont juste derrière moi à Grenoble, pour lequel la voie est déjà en service, mais elle va s'étendre et le projet s'étend dans le courant de l'année prochaine. Les lignes d'autocar sur autoroute, vous en avez probablement déjà entendu parler. Sur la 10 et sur la 14, c'est un grand succès. Ça permet de développer des vraies lignes de transport en commun avec des capacités d'emport qui sont très intéressantes, pas tout à fait au niveau d'un RER, mais c'est pas anecdotique. Et ça permet de le faire dans des zones dans lesquelles il n'y a pas de mode ferré qui préexiste. C'est très souple, ça se met en place, ça s'adapte, ça se monte en puissance en fonction de la demande. Dans le futur, peut-être qu'on aura des pôles d'échange multimodaux. Là, ce sont des illustrations issues d'un projet qu'on a demandé de réaliser à des écoles de l'école des ponts et de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, où ils ont planché sur le site de la gare de Pleyel et du Stade de France pour voir comment eux le voyaient. C'est complètement utopique, mais quand on y réfléchit bien, pourquoi pas un jour, non pas peut-être déplacer les gares existantes de Paris sur des sites comme celui-ci, mais les utiliser en tout cas comme des maillons essentiels d'un déplacement multimodal, certainement. Enfin, pour les mobilités décarbonées, c'est déjà une réalité sur autoroute pour les stations de recharge électrique. C'est un projet qu'on soutient et pour lequel, là encore, le modèle de la concession peut s'avérer utile. Vous savez que c'est un frein important au développement des véhicules électriques, la peur de ne pas se retrouver en capacité de se recharger dans des déplacements longue distance. C'est un modèle économique qui, en lui-même, est très difficile à trouver puisque le nombre de recharges effectuées par ce type d'utilisation est en réalité très faible, puisque les véhicules électriques sont principalement utilisés dans des situations domicile-travail et chargés soit au bureau, soit à la maison. Mais c'est un frein psychologique important et des actions des sociétés d'autoroutes en faveur du développement des bornes de recharge ne peuvent que contribuer à lever ce frein.
Voilà, j'en dis pas plus sur l'action des sociétés d'autoroutes, mais vous aurez compris que pour nous, c'est un sujet majeur, c'est un sujet sur lequel on a décidé de se plonger sérieusement et sur lequel on est en train de travailler, sur lequel on fera des annonces très probablement d'ici la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, très sérieuses à ce sujet. Merci. Ouais, merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je vais vous présenter un cas concret de voie réservée sur l'autoroute A48 qui se situe au nord-ouest de Grenoble. Donc, notre expérience en matière de voie réservée remonte maintenant à plus de 12 ans. Donc, vous voyez à gauche où est située cette voie. Donc, ce sont des lignes de bus régulières. Qui sont donc il y a 5 lignes de bus en fait qui passent par là tous les jours. Et pourquoi ces lignes ont été mises en place sur des voies réservées? Tout simplement pour garantir le temps de transport, puisque c'est une section extrêmement congestionnée. Donc cette voie est en train de s'étendre à des bus régionaux, puisqu'elle marche très bien. Et vous voyez en haut à droite, c'est un arrêt de bus. Parce que encore faut-il du covoiturage ou des lignes de bus, faut-il encore pouvoir s'arrêter pour déposer un passager et en prendre un. Donc là, en l'occurrence, sur une bretelle, nous avons 2 arrêts de bus sur Grenoble. De même, à cet endroit-là, à droite, il y a aussi un parking de covoiturage très important, ainsi que des abris à vélo. Donc les gens viennent soit en vélo, soit en voiture, ils laissent leur voiture et puis ils prennent le bus. Ensuite, au même endroit, donc nous travaillons depuis 2 ans pour ouvrir une voie réservée covoiturage. Donc comme vous voyez à droite, ce sera réservé aux véhicules où il y a au moins 2 occupants, aux véhicules équipés d'un critère 0 et puis aux taxis. Donc le panneau qui a été choisi pour cette voie, non pas par nous bien sûr, mais par le ministère, c'est le losange blanc sur fond noir. Donc c'est un nouveau panneau qui n'existe pas encore aujourd'hui en France et qui sera celui utilisé pour toutes les voies réservées covoiturage qui seront ouvertes. L'autoroute A48 est depuis des dizaines d'années à 3 voies. Donc cette voie covoiturage, elle est prise sur l'autoroute existante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas création d'une voie supplémentaire. Donc il n'y a pas d'aspirateur à voiture, je le précise. C'est bien sur aujourd'hui 3 voies congestionnées qu'on va dédier une voie pour les gens qui ne sont pas justement seuls dans leur voiture, mais qui sont bien plusieurs. Donc elle sera à gauche. On a étudié beaucoup de scénarios, à droite, au milieu, à gauche, etc., etc. Et donc finalement, elle sera à gauche, donc sur 8 km. Elle sera activée dynamiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, elle sera ouverte que quand il y a des bouchons, c'est-à-dire tous les matins, et l'après-midi aussi de plus en plus. Donc, puisqu'elle va être ouverte que certaines heures de la journée, il n'y aura pas de marquage au sol, il n'y aura pas de signalisation au sol, ce qui fait que quand la voie n'est pas ouverte, on a l'impression d'être sur une chaussée tout à fait normale. Mais par contre, quand la voie sera ouverte, eh bien, il y aura des panneaux lumineux dynamiques au-dessus de la voie, comme vous le voyez sur la droite là, qui diront, voilà, la voie, elle est ouverte. La vitesse sera limitée à 50 km/h. Pourquoi 50 km/h? Parce que comme je vous le disais, ça veut dire que les 2 autres voies sont congestionnées. Donc il ne faut pas qu'il y ait un différentiel de vitesse trop important entre les gens qui sont dans les bouchons et ceux qui roulent sur la voie de gauche. Donc cette ouverture, elle est prévue au 1er juillet 2020. Donc c'est finalement très bientôt, dans quelques mois. Alors, vous allez me dire, c'est bien d'ouvrir une voie covoiturage, mais si tout le monde l'utilise, ça n'a strictement aucun intérêt. On est bien d'accord. Donc on a commencé à travailler depuis plus d'un an aussi en lançant un appel à projet pour définir un système de comptage du nombre d'occupants.
Donc on a travaillé avec plusieurs industriels et on en a sélectionné un qui travaille pas du tout dans le domaine de la route, mais qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle et notamment sur de la reconnaissance faciale. Donc c'est une société qui travaille avec les banques, les centrales nucléaires. Et voilà, ils sont venus nous voir, ils nous ont proposé, ils nous ont dit, nous on est peut-être capable de faire. Donc on a travaillé avec eux pendant plus d'1 an et ensuite depuis mai 2019 sur Assis à Mâcon en voie de gauche, donc ils contrôlent tous les véhicules et ils essaient de compter le nombre d'occupants. Donc après bien des essais, parce qu'il faut que ça fonctionne bien sûr quand il pleut, il faut que ça fonctionne la nuit, puisque le matin en hiver il fait nuit. Et aujourd'hui on a des résultats extrêmement prometteurs. Et donc, on va installer ce système. Vous voyez, c'est le système qui est en bas à gauche, donc c'est pas très imposant, hein, c'est quelques caméras. Vous voyez comment fonctionnent les caméras. Et en fait, ce qu'ils détectent, c'est par exemple un bout d'oreille, de l'œil, un nez, etc. Et ça leur permet de dire effectivement combien il y a de personnes dans le véhicule. Donc, on va l'installer en février 2020 pour que ce soit opérationnel au 1er juillet 2020, parce que notre but, c'est de faire peut-être pas du contrôle pédagogique, mais en tout cas de faire des mesures pédagogiques. Et comme vous le voyez à droite, c'est-à-dire de lire la plaque des véhicules qui emprunteront la voie, des véhicules qui sont seuls et donc qui ne sont pas autorisés à être dans cette voie. Et on leur mettra un message du style, vous voyez le numéro de la plaque, changez de voie. Parce que l'idée, c'est bien que cette voie, elle soit bien sûr utilisée pour les seuls véhicules qui sont autorisés à l'utiliser. J'ai beaucoup poussé pour qu'on fasse du contrôle pédagogique parce que ce panneau, personne ne le connaît aujourd'hui. Je suis sûre que dans cette salle, je ne sais pas si vous êtes plusieurs à connaître le losange blanc sur fond noir dont j'ai parlé, mis à part peut-être la marque Renault, mais sinon personne ne connaît ce panneau. Et donc, je pense qu'il faut d'abord faire du pédagogique, d'expliquer pourquoi cette voie, comment elle est matérialisée, etc., avant de passer à un contrôle sanction automatisé qui existera forcément un jour. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Baymont. Donc juste avant de céder la parole à nos deux chargés de projet, je vais vous dire un petit mot de comment est-ce que le Shift en est venu à travailler sur ce guide pour une mobilité quotidienne bas carbone. Donc le Shift et la mobilité, une courte histoire mais intense. Donc tout d'abord en 2017, pour ceux qui connaissent un petit peu, je vais pas mal en dire, mais le Shift a produit un rapport intitulé Décarboner la mobilité dans les zones de moyenne densité, qui a mis en évidence le potentiel en termes de réduction des émissions de CO2 et de coûts de mise en œuvre pour les acteurs de la mobilité et les ménages, de différentes alternatives à la voiture en autosolisme, donc le vélo, le covoiturage, les transports en commun, transport public express, et qui donc vise à chiffrer le potentiel de ces solutions. S'en est suivi quelques autres notes, quelques travaux qui ont permis de préciser un petit peu les choses. Une note sur l'autopartage qui met en évidence les conditions dans lesquelles l'autopartage peut venir utilement compléter cette offre de mobilité. Qui est pertinent une fois qu'on a déjà un système de mobilité alternative à la voiture qui peut venir en supplément pour subvenir aux besoins ponctuels de voitures. Une note aussi qu'on a intitulée « Peut-on faire mieux que le tout-voiture électrique en France ?» qui visait à mettre en évidence justement les alternatives en termes de décarbonation de la mobilité qui ne relèveraient pas uniquement d'une décarbonation des motorisations à l'usage des véhicules, mais donc du changement de comportement modal. Voilà, donc finalement, tous ces travaux ont été portés par le Shift, notamment dans le cadre des assises de la mobilité, ont eu un petit peu de répercussions aussi dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, la LOM, qui a vu le jour fin 2019. Et finalement, on a eu beaucoup de réactions, notamment de collectivités qui ont salué ce travail globalement, et on dit en même temps c'est très bien, mais comment est-ce qu'on fait en pratique pour mettre en œuvre ces solutions que vous mettez en évidence? Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'accompagnement dans l'opérationnalisation de ces différentes solutions de mobilité. Donc c'est le travail qu'on a décidé d'initier avec ce guide. Donc le guide pour une mobilité quotidienne bas carbone,
qui sera présenté aujourd'hui et qui est publié en même temps qu'une note complémentaire, donc on a appelé étude comparative de l'impact carbone de l'offre de véhicules, qui explore davantage le volet technologique lié aux véhicules, à leur usage et aux infrastructures nécessaires pour leur fonctionnement. Voilà, que vous pouvez aussi trouver en ligne et que vous avez tous reçu par mail. Voilà. Mais donc aujourd'hui, on va vous présenter le guide, et sachant que ce second travail sera présenté à une prochaine occasion dans les prochains mois par le Shift Project, dans une version finale, celle-ci étant intermédiaire.